le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealici Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 7 juillet 2022. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealici Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel, Joël François pour le grand journal. Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. La démission de Boris Johnson de la tête du Parti conservateur ouvre la voie à son remplacement en fonction de Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement sera en poste au mois d'octobre. Le correspondant de France 24 à Londres, Hervé Amoric, pour un décryptage. Oui, l'échéancier sera dévoilé la semaine prochaine pour ce qui est des débats, des votes. On sait que le nouveau Premier ministre sera en poste clairement au mois d'octobre pour le congrès du Parti conservateur, sans doute avant cela, à la fin de l'été en tout cas. Et Boris Johnson donc veut rester jusqu'à ce moment-là. Qui sera celui qui va entrer à la porte du numéro 10 pour y habiter, ici derrière moi, peut-être l'un de ceux qui viennent de rentrer pour un conseil des ministres, j'imagine, il y a quelques minutes, parmi lesquels Nadine Zaharoui, le ministre des Finances, qui habite en fait ici au numéro 11 à côté, parce que c'est son poste officiel, mais en revanche, peut-être que d'autres candidats se prépareront, se profileront dans les prochains jours. En tout cas, il y a déjà le premier sondage qui met en avant Ben Wallace, l'ancien ministre de la Défense, avec 13%, ou la secrétaire d'État Mordaunt, ou l'ancien ministre des Finances Sunak, probablement d'autres candidats qui se dévoileront dans les prochaines semaines. C'était jusqu'à ce moment-là, la fin de l'été ? Boris Johnson veut à tout prix rester le plus longtemps possible, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant cette période-là, sachant qu'il ne peut pas gouverner, et surtout, s'il venait à rester, personne ne souhaite véritablement d'ailleurs qu'il reste ici jusqu'au mois d'octobre, ni les parlementaires de son propre parti, et surtout pas l'opposition, puisque le chef de l'opposition et les libéraux-démocrates, ensemble, veulent déposer une motion de censure si Boris Johnson venait à rester cet été. En Pologne, une tension autour du corridor de Suwałki, le talon d'Achille de l'OTAN face à la Russie. Les Polonais s'inquiètent de tensions croissantes autour du corridor de Suwałki, cette bande de terre qui relie l'oblast russe de Kaliningrad au Bélarus, le fidèle allié de Moscou. Voici un reportage signé Euronews. Le corridor de Suwałki concentre les tensions entre l'OTAN et la Russie. La bande de terre sépare la Pologne de la Lituanie et relie l'oblast russe de Kaliningrad au Bélarus, le fidèle allié de Moscou. Les sanctions européennes compliquent l'approvisionnement de Kaliningrad et le Kremlin menace de représailles. Ce qui se passe en Ukraine pousse les gens à réfléchir comment mieux se protéger. Personne ne va creuser des tranchées et attendre que quelque chose nous tombe sur la tête. On fait attention. Pour l'instant, les hélicoptères continuent de voler, les voitures d'aller et venir, et nous, on travaille. Si on y est obligé, alors on se défendra. Mais on espère que ça n'arrivera jamais. Plus les gens sont préparés, plus ils se sentiront mieux. Ils sauront qu'ils ne sont pas seuls. Il vaut toujours mieux se préparer au pire. Le corridor de 85 km porte le nom de la ville polonaise de Suwałki qui se trouve entre Kaliningrad et le Bélarus. La menace dont nous parlons est hypothétique et on veut qu'elle le reste. La situation modifie le regard des gens sur la région, sur les possibilités d'y investir. Il y aura moins de touristes cet été. On ne veut pas de panique. On est sous la protection de l'armée polonaise et les troupes alliées de l'OTAN ne sont pas loin. En cas de conflit, avec l'aide des alliés, notre armée est en mesure de repousser une attaque.
À Varsovie, les experts tempèrent les menaces russes et estiment que Moscou n'est pas en mesure de lancer une attaque. Le corridor est considéré depuis des années comme le talon d'Achille du flanc Est. On ne peut rien exclure, mais je pense qu'il serait très difficile pour la Russie de s'engager en même temps sur deux fronts. La probabilité d'un tel scénario est très faible si l'OTAN est partie prenante. Les frontières orientales de la Pologne sont celles de l'Europe et elles font face aux tensions avec nos voisins. Après la guerre en Ukraine et la crise des migrants, c'est maintenant la menace d'une attaque qui pourrait déclencher une guerre entre la Russie et l'OTAN. Au Bénin, depuis quelques mois, les djihadistes frappent sur le territoire béninois. Au nord-ouest comme au nord-est, de nombreux morts sont à déplorer. Voici un reportage signé Africa News. La première attaque des djihadistes sur le sol béninois a eu lieu ici à Porga, dans la zone du parc national de la Pendjari. C'était en décembre 2021. 2 militaires et un assaillant y ont perdu la vie. Ensuite est arrivée la prise d'assaut des commissariats de Monsé et de Dassari avec d'autres localités toujours dans le nord, qui a provoqué des pertes en vies humaines tant dans le rang des forces de défense et de sécurité que des civils. Vu la gravité de ces actes posés par les terroristes, le gouvernement béninois a changé sa politique de défense du territoire. L'armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux qui peuvent venir perturber la quiétude des Béninois. Je dirais à la population béninoise qu'elle n'a pas de crainte à se faire. Nous allons faire de telle sorte que chaque fois que quelqu'un essaiera de s'attaquer au Bénin, qu'il le ressente au fond de sa moelle épinière. Robin est président d'une association de consommateurs au Bénin. Ce défenseur des droits du citoyen dénonce le climat de peur qui s'installe dans le quotidien de la population, alors que dans le même temps, les attaques semblent devenir récurrentes. Cela empêche le consommateur d'avoir d'abord la sécurité psychique, parce que nous sommes dans la peur constante. On ne sait pas quand on va frapper. On ne sait pas où on va frapper. On ne sait plus là où vous êtes en sécurité lorsque vous vous déplacez. Vous avez besoin de vous rendre dans des régions et vous n'osez pas. Vous avez besoin de faire du tourisme, d'aller dans certains parcs, sur certains sites touristiques, vous n'osez pas. Ça veut dire que nous ne sommes plus libres. Suite aux premières attaques terroristes, une base militaire a été installée dans le nord du pays pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Les autorités continuent de rassurer le peuple béninois. Mais ce qui est une évidence est qu'à l'annonce d'une attaque djihadiste, le Béninois lambda continue d'avoir l'insomnie. Coup d'œil sur la guerre en Ukraine avec un dossier signé la 5. La France bientôt en économie en guerre. Le sujet de l'énergie est devenu prioritaire. Le gouvernement se prépare à une économie de guerre et même à un scénario de rupture totale d'approvisionnement en gaz. Écoutons un extrait de ce dossier spécial réalisé par nos confrères de la 5 à l'émission C'est dans l'air. C'était il y a tout juste un mois dans un entretien à la presse régionale. Le président tentait déjà de déminer un sujet potentiellement explosif. La France doit-elle craindre des coupures d'électricité l'hiver prochain ? Je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Mais depuis cette déclaration, tous les signaux sont passés au rouge. Guerre en Ukraine et tensions sur les livraisons de gaz, un hiver très froid en perspective et un parc nucléaire qui connaît d'importantes difficultés. La moitié des 56 réacteurs du pays sont à l'arrêt. Dans la plupart des cas, il s'agit de maintenance ou de visite de contrôle. Mais plus grave, EDF est confronté à un problème inédit de corrosion dans plusieurs centrales. On a découvert sur les tuyaux d'injection de sûreté des griffures dans l'acier. Donc sur 3 cm d'acier, on a des griffures de quelques millimètres.
C'est un problème qu'il faut réparer. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est de couper le tuyau, de le déposer et de le remplacer. Mais à l'avenir, EDF espère pouvoir réparer les réacteurs en passant par l'intérieur, ce qu'on appelle une réparation non destructive. De quoi inquiéter les marchés, qui anticipent une crise majeure et font flamber les prix. Pour certains spécialistes, il y a aussi un risque de pénurie. La France est importatrice d'électricité en ce moment et ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, il faut bien voir que ces imports d'électricité sont limités par les capacités physiques des lignes qui nous connectent à nos voisins. Donc bien évidemment, nous aurons recours à des imports encore cet hiver. Mais est-ce que ça suffira? Ça, c'est une grande question, sachant que c'est limité physiquement et surtout que le risque de coupure de gaz existe aussi chez nos voisins. Et si nos voisins prennent le contrôle aussi sur leur centrale à gaz et demandent de ne pas exporter, il y a un risque sur nos capacités d'import. Pour éviter le scénario du pire, une rupture totale d'approvisionnement en gaz russe, l'État s'organise avec le projet de loi sur le pouvoir d'achat et son volet souveraineté énergétique avec des prérogatives exceptionnelles. Réquisition des centrales à gaz, remplissage forcé des stockages, dérogation au code de l'environnement. Au sein de l'État, il y a des personnes qui ont bien compris que ce risque de coupure d'électricité et d'explosion des factures est réel. Et donc c'est pour ça qu'il y a un appel à l'action généralisé, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau de l'État, qui va prendre des mesures dans sa loi pouvoir d'achat sur la sécurité d'approvisionnement énergétique. D'autant que la Cour des comptes publie un rapport cinglant, près de 300 pages dans lesquelles les magistrats estiment que l'organisation du marché de l'électricité ne permettra pas à long terme de garantir des prix bas et stables. Les tarifs réglementés de vente sont de plus en plus exposés aux variations des prix de marché, au risque de s'éloigner plus nettement des coûts de production d'EDF. Au total, l'organisation n'est plus ni lisible ni pilotable. Faute de solution, fin juin, dans une tribune commune, les patrons d'Engie, EDF et de Total Energy appelaient les consommateurs à la responsabilité. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Nous devons collectivement agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre. L'économie des petits gestes du quotidien, un argument repris par la nouvelle ministre de la Transition énergétique. Si nous baissions tous, je parle des gens qui travaillent, le tertiaire, les centres commerciaux, d'1 degré la température des locaux que nous occupons, et vous savez qu'elle n'est jamais inférieure à 19 degrés, elle n'est jamais inférieure à 19 degrés, nous économiserions 7% d'énergie. Les députés européens doivent trancher demain. Le nucléaire doit-il ou non être considéré comme une énergie verte? Un vote qui aura des conséquences certaines sur le prix de l'électricité en France. Le président russe Vladimir Poutine a parlé ce matin pendant une réunion avec les dirigeants de la Douma, de l'Assemblée fédérale et les chefs de factions parlementaires de la Douma à Moscou. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, la rencontre est une réunion programmée qui se tient traditionnellement après la fin de la session parlementaire. Écoutons un extrait de la déclaration faite par le président russe Vladimir Poutine lors de cette réunion. C'est terminé la session de printemps de la Douma et tous les députés de tous les groupes ont apporté leur forte contribution au travail qu'elle a fait au final. Et donc ce résultat est tout à fait digne. Il est important pour les gens, pour la défense des intérêts nationaux, d'assurer la souveraineté nationale et le développement du pays. Cette session de la Douma a été tendue, riche et très responsable, compte tenu de l'ampleur et de l'importance des défis qui se posent à nous. Après le 24 février, quand a commencé l'opération militaire spéciale, toutes les branches du pouvoir ont eu besoin de prendre des décisions de façon concertée et rapide. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier d'avoir travaillé précisément dans cet esprit de façon compétente, professionnelle, à un rythme élevé, et tous les groupes politiques du Parlement ont fait preuve de maturité. Ils ont pu travailler de façon en toute cohésion en tant que patriotes de la Russie et personne d'État. Et tout cela fait que les divergences peuvent passer au second plan. Nous avons beaucoup de partis, mais nous n'avons qu'une seule patrie.
il n'y a rien de plus important que le sort de la patrie. Un certain nombre de décisions législatives ont été prises, notamment en matière de soutien social à la population, et notamment des décisions pour des soutiens supplémentaires pour devancer l'indexation des minimums vitaux, des salaires et des aides sociales. Et tout cela a été fait de façon harmonieuse et de façon bien calculée. Les mécanismes de soutien notamment au crédit, ont été enregistrés et de soutien de ceux qui ont combattu sur le front. Et toutes ces décisions, je ne vais pas les énumérer toutes en détail. D'ailleurs, vous les connaissez peut-être mieux que moi puisque vous avez travaillé dessus, mais je tiens à noter et à remercier l'ensemble des partis pour le travail qui a été fait, notamment en matière d'aide humanitaire pour les habitants du Donbass. Et là, tous les groupes parlementaires ont participé et cela a été montré de façon diverse par les médias. Mais en tout cas, c'est un travail que vous avez fait tous. Et vous avez participé, vous continuez à participer à cela. Et je sais que certains députés, pendant leur congé officiel, effectueront un déplacement sur place dans le Donbass. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production signée Ed Prod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, Boston, 78 degrés Fahrenheit, 26 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.